Bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé sur la thématique de l'insertion professionnelle en lien avec l'écomobilité, où on va traiter aujourd'hui de la question comment accompagner le public en formation vers des solutions de déplacement écomobiles. Vous voyez sur la diapo introductive que public en formation, c'est très large. Hein. On va parler à la fois des personnes en stage, des étudiants ou encore des apprentis. Euh, voilà, donc pour vous situer l'objet du webinaire du jour, dont je vous précise qu'il est enregistré, hein, vous recevrez le replay et les différentes présentations suite au webinaire. C'est un webinaire donc, qui s'inscrit dans un cycle plus large sur la thématique écomobilité et insertion professionnelle qu'on a mis en place il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant avec un groupe de travail constitué des structures que vous voyez en bas de la diapo, hein, donc le CREM, Centre Ressources sur l'écomobilité, qui est co-animé par l'ADAV et En Savoir Plus dans la région, le C2RP, la région Hauts-de-France et le réseau Alliance via le dispositif Déclic Mobilité. Donc l'objectif de ces webinaires, c'est de pouvoir répondre au maximum aux besoins que peuvent avoir les habitants pour se déplacer dans la région, notamment pour pouvoir accéder à l'emploi et à la formation, ceci qu'on soit en milieu urbain, quartier politique de la ville, milieu rural, quel que soit le territoire. De pouvoir prendre en compte l'enjeu d'une mobilité qui soit la plus décarbonée possible. Donc, quand je vais employer le mot écomobilité, je parlerai des alternatives à la voiture individuelle thermique, notamment. Et l'idée, à travers de ces webinaires, c'est de pouvoir présenter les retours d'expérience, des initiatives qui ont pu être prises justement pour favoriser l'insertion professionnelle avec des modes de déplacement écomobiles. Donc, je vous le précise tout de suite et je le redirai un peu plus tard. L'ensemble des autres webinaires qui ont déjà été organisés sur d'autres thématiques ou d'autres Zooms sur des territoires précis sont tous disponibles sur les liens que vous avez en bas de la diapo, donc à la fois sur les sites du CREM et du C2RP. Donc, tous les replays, toutes les présentations, vous pourrez les retrouver comme celle d'aujourd'hui. Donc, notre programme aujourd'hui, hein, ça va être déjà dans un premier temps de comprendre pourquoi il est important de parler de la question de la mobilité quand on parle des personnes en formation. On aura une présentation par les services de la région d'exemples de services qui peuvent aider à s'insérer professionnellement en termes de mobilité, les aides existantes. On aura une illustration avec une aide à la mobilité qui est portée par une collectivité, donc en l'occurrence celle de la communauté de communes Pével-Carambeau. On vous passera une petite vidéo qui présente le dispositif Recyclo qui a été mis en place à l'Université du Littoral à Dunkerque. On aura une présentation de la mise en place d'un plan de mobilité à l'échelle d'une université à cheval sur plusieurs sites, donc en l'occurrence l'université d'Artois, et une présentation de la façon dont un organisme de formation, l'AFPA, valorise l'offre locale en mobilité en transport en commun auprès de ses apprentis. Alors, pour commencer, je vais passer la main à Xavier Cochin du C2RP pour nous brosser un petit peu le contexte du sujet du jour et pourquoi il est important de s'intéresser à la mobilité des personnes en formation. Je te laisse la parole, Xavier. Merci Judicaël. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, pour illustrer ce sujet de la mobilité, je pense que ça parle à tout le monde qu'effectivement c'est un vrai frein pour les jeunes, pour le travail, mais aussi pour l'accès à la formation, que ce soit des stagiaires, des apprentis, des étudiants. Donc il faut savoir qu'effectivement en France, vous voyez, 81% en Haute-France plutôt, 81% des 18-25 ans auraient renoncé à un emploi, une formation
faute mobilité. C'est bien plus que la région. C'est même plus important encore pour les dites, hein, puisque ceux qui sont ni en emploi ni en formation, eux, sont à 87% sur des problématiques de mobilité. Alors bien sûr, au niveau des causes, elles sont assez variées. Les horaires qui sont incompatibles avec les transports en commun, les horaires de formation sont des journées assez classiques et les transports en commun ne permettent pas toujours d'accéder, de prendre les transports au bon moment. Bien sûr, une absence de véhicule personnel, soit il n'y a pas du tout de véhicule dans la famille, soit il y en a un, mais qui est mobilisé pour la famille et le jeune ne peut pas en bénéficier toute la journée, ne peut pas le bloquer. Et puis, bien sûr, le coût très élevé des transports avec, bien sûr, le prix de l'essence actuel, même s'il a tendance à baisser, mais on voit bien une tendance importante liée au coût des déplacements. Ce qui se passe également, donc, c'est une difficulté aussi d'accès au permis de conduire. Hein. On voit qu'effectivement, sur le premier point, au niveau de l'emploi, les personnes qui ne disposent pas de moyens de mobilité engendrent une augmentation du taux de chômage, hein, qui va entre 1,5 et 2,5 points de chômage en plus. Donc, c'est bien un marqueur, la mobilité est bien un marqueur des problèmes d'accès à l'emploi. Les jeunes, effectivement, il y a 18 points moins de titulaires de permis en 4 ans. Donc, ça veut dire que sur 4 années, il y a 18 points de jeunes qui ont en moins le permis. Auparavant, on passait plus facilement le permis dès ses 18 ans peut-être. Et même aujourd'hui, avec le permis à 17 ans, c'est plus compliqué. Donc, on passe moins facilement le permis dès le début, dès qu'on peut le faire. C'est souvent lié, bien sûr, aux revenus du foyer, aux revenus personnels. Et puis, le troisième facteur, c'est aussi sur l'aspect territorial, puisqu'effectivement, c'est assez paradoxal, mais au niveau des territoires, il n'y a que 85% de jeunes qui ont le permis, qui avaient le permis en 2019, et 41% dans l'agglomération parisienne. Donc on voit bien que l'accès, l'utilisation du véhicule, la détention du permis est encore plus marquée aussi pour les territoires ruraux. On voit aussi également que l'offre de transport en commun n'est pas tout à fait adaptée. Voilà, il peut manquer effectivement de solutions de transport. C'est vrai que dans notre cycle sur l'écomobilité, on a fait récemment aussi sur le covoiturage, on a évoqué tous les moyens de mobilité, les trottinettes, les scooters, les vélos, les transports en commun, le covoiturage bien entendu. Donc il faut varier davantage les solutions, mais on va le voir tout à l'heure dans la suite. Et puis, il y a bien sûr aussi des freins psychologiques qui sont très importants et sous-estimés. 52% des personnes se sentent perdues ou déboussolées dans les transports en commun. Et il y a une crainte aussi, effectivement, à utiliser les transports en commun. Donc, on le voit, il y a des études de l'Institut Montaigne et également aussi les apprentis d'Aucueil, hein, dont le directeur régional Nord-Est résume bien la complexité de la situation. Les jeunes accueillis font face à des freins éducatifs et psychologiques très ancrés et plus complexes à lever que des freins matériels. Ils ont peur de quitter leur ville, ils angoissent à l'idée de passer le permis, et il y a aussi une phobie des transports collectifs. C'est donc tous ces freins qu'il faut pouvoir lever. Voilà, donc là, on rappelle également aussi la difficulté aussi pour un apprenti. Un apprenti, à la fois à son propre domicile, mais doit se rendre en centre de formation et en entreprise. Donc, il combine deux problématiques. Il peut avoir son centre de formation près de chez lui, ce qui est assez souvent le cas. Par contre, l'entreprise n'est pas toute prête, ou inversement, l'entreprise est prête, mais il va faire des études parce que le centre est un peu plus éloigné, et donc il y a une dualité, il y a deux sites,
lieux à gérer et l'un peut être bien desservi mais pas l'autre. Et donc, c'est une vraie problématique. On voit aussi, d'ailleurs, dans le point 2, qu'il y a une très forte augmentation des contrats d'apprentissage. L'objectif, c'était d'arriver à 1 million. On y est arrivé pratiquement avec 872 000 contrats d'apprentissage débutés. Mais pour autant, il y a de nombreuses ruptures liées à des problèmes de mobilité. Il n'y a pas malheureusement de chiffres précis sur les ruptures liées à la mobilité. Nous cherchons à en avoir davantage et dès qu'on pourra, on alimentera ces données-là. Mais on sait très bien que les difficultés de mobilité sont un frein important et majeur et en cours notamment à ce taux de rupture de 22%. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur ces sujets-là et de voir les moyens de mobilité qui peuvent être à disposition et notamment au travers de quelques exemples. Voilà pour ma part, je te laisse, Nickel, reprendre la main pour la suite. Merci beaucoup, Xavier, pour toutes ces données qui permettent de bien situer l'importance du sujet du jour. Alors, une des solutions pour travailler sur ce problème de mobilité, c'est déjà de pouvoir connaître les services qui existent et les aides qui peuvent exister en faveur de la mobilité des personnes en formation. Et on va avoir une illustration avec les services et les aides qui existent à l'échelle du Conseil régional, donc avec Nicolas Boissel, Jacques-Yves Delcer et Valérie Travet de la région qui vont intervenir en trinôme. Donc je vous laisse la parole. Je vais aller un petit peu vite sur le diapo, pardon. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous donner la parole. Donc effectivement, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est quelques exemples de services de mobilité et d'aides existantes à l'échelle régionale. On va commencer par quelques services et aides mis en place par la région et on poursuivra en vous disant que c'est beaucoup plus qui existe et on vous indiquera comment essayer de s'y retrouver dans cette multitude de dispositifs et d'aides avec un outil qui a été créé récemment. Le premier élément sur lequel on voulait mettre l'accent, c'est le fait que la région, avec ses services que sont de mobilité, ces transports que la région organise, donc que ce soit les cars Hauts-de-France Mobilité ou les trains Hauts-de-France Mobilité, on facilite au maximum la mobilité des jeunes et notamment des jeunes en formation dans la région Hauts-de-France. Donc, vous voyez là sur cette slide les premiers éléments sur les cars Hauts-de-France Mobilité, qui ne sont pas que pour les lycéens, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois. Vraiment, il y a une utilisation également commerciale de nos cars interurbains. On fait un effort significatif sur la tarification pour ces jeunes en formation. Donc, comme vous le voyez, on applique la gratuité pour les apprentis et les élèves des écoles de production, également pour les étudiants boursiers, donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Et enfin, pour les jeunes qui ont moins de 26 ans, pendant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés. En plus de ça, et pour ceux qui ne rentreraient pas dans ces catégories, pour les jeunes de moins de 26 ans, en semaine hors période de vacances scolaires, on a un abonnement qui est très avantageux, à 10 € par mois. Donc vraiment, les cars interurbains sont les cars Hauts-de-France Mobilité sont vraiment importants pour la mobilité des jeunes en formation et c'est pas toujours complètement connu, donc c'est pour ça qu'on voulait mettre en exergue ça aujourd'hui. On a évidemment nos trains Hauts-de-France Mobilité qui sont et qui avec pareil des tarifications vraiment très avantageuses pour les jeunes en formation, tellement avantageux que pour les étudiants boursiers, on applique la gratuité. Et il y a un abonnement qui s'appelle Mon Abo étudiant et apprenti, qui permet environ 88% de réduction en moyenne pour les étudiants et les apprentis pour voyager en illimité sur un trajet du domicile au lieu de formation. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Une carte également TER HDF pour les moins de 26 ans à 15 € qui permet des réductions de 50% sur tous les billets. Et enfin, un billet jeune 4-18 ans qui permet d'avoir à moitié prix tous les trajets en TER. Donc, vous voyez,
sur les services régionaux, que ce soit les cars et les TER, on a des tarifications spécifiques et vraiment très avantageuses pour les jeunes en formation. Donc voilà pour les services que nous mettons en place. Maintenant, je vais passer la parole aux collègues sur les aides spécifiques qui sont mises en place par la région, toujours dans cette optique-là de favoriser la mobilité des jeunes en formation en région. Oui, bonjour à tous. Alors, en ce qui me concerne, et mon collègue Jackie, je pense, c'est non seulement spécifique pour les apprentis, mais c'est aussi géré en interne donc, au sein de la direction de l'apprentissage. Alors, la première aide que vous voyez s'afficher, elle commence à être un peu connue, puisqu'en fait, elle découle de la carte génération qui met à profit des lycéens et aussi des apprentis. C'est ce qu'on appelle l'aide THR. On n'est pas allé très loin chercher le sigle. Le THR, ça veut dire transport, hébergement, restauration. Alors ici, vous allez non seulement, je vais vous présenter que les aides qui sont spécifiques aux apprentis et spécifiques aussi au transport. Donc, vous n'aurez pas toutes les aides que l'on gère, mais celles qui sont spécifiques à la mobilité des apprentis, donc, puisque c'est le sujet de ce webinaire. Au sujet de l'aide transport, aide THR, vous voyez que c'est une aide qui est accessible à l'apprenti à partir de 45 jours après la signature du contrat d'apprentissage, entreprise apprentie, CFA. C'est accessible donc pour les apprentis qui sont inscrits dans un CFA de la région, mais c'est possible aussi pour un CFA qui est en dehors de la région, mais à une condition, c'est que l'entreprise, elle, soit située en région Île-de-France, parce que sinon, voilà, les portes sont trop ouvertes. C'est une aide qui est renouvelable tous les ans. Voilà, tous les ans, attention, il y a des petits malins qui demandent au mois de janvier, qui demandent au mois de décembre, donc c'est pas vraiment tous les ans, c'est tous les 12 mois plus un jour. C'est crédité sur le compte bancaire directement de l'apprenti, d'où l'intérêt pour l'apprenti de bien spécifier au moment où il s'inscrit pour la carte génération son compte bancaire, son adresse, et tous ces éléments forcément sont vérifiés par le CFA parce que c'est le CFA qui connaît quand même encore mieux que nous l'apprenti et qui peut vérifier que la photo correspond bien ou non et correspond bien à la formation suivie. C'est une aide, comme je vous disais, qui commence à être bien connue des apprentis, puisque l'année dernière, on avait calculé qu'il y avait à peu près 35 000 apprentis qui avaient sollicité cette aide THR. Comme je vous disais, là, je vous parle de façon globale. THR, il y a les transports, mais il y a aussi les autres aides, donc hébergement et restauration, que je n'aborderai pas ici. Au sujet de l'aide de transport, vous voyez que c'est une aide qui est calculée automatiquement, donc en fonction d'un barème très simple de distance entre le domicile de l'apprenti et le CFA. Donc ça va de 0 si on est à moins de 10 km du CFA à 200 €. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que si vous voulez avoir des renseignements, autant passer par le numéro vert, parce que c'est nos collègues qui vont être capables de vous orienter vers le bon service en fonction de la demande et du besoin. Voilà, donc ça c'est pour l'aide THR, transport de THR. Il y a une deuxième aide que vous voyez tout en bas, c'est le FSA. Le FSA est un fonds donc, de solidarité d'apprentis qui suit une logique un petit peu différente du THR. Elle n'est pas automatique. Elle est accordée en fonction d'une demande express, donc une demande qui est élaborée par l'apprenti, urgente, ponctuelle et surtout justifiée. Voilà. Dans le FSA, vous avez plusieurs familles, on va dire, de dépenses. Ça peut être le logement, ça peut être la santé, ça peut être l'alimentation et ça peut être aussi les problèmes de transport. Un apprenti qui, au moment où il commence son contrat, il veut aller en entreprise et son scooter tombe en panne, ça peut amener une rupture de contrat. Donc, voilà, on a prévu des montants maximum pour chaque intervention. Et comme je vous disais, c'est à justifier. Donc, là, pour le montant prévu pour les problèmes de mobilité, le maximum est fixé à 800 €.
Mais ce n'est pas automatiquement 800 €. Ça peut être moins. C'est vraiment en fonction du besoin et de l'urgence de l'apprenti. C'est une enveloppe fermée, hein, donc voilà, c'est pas ouvert tout le temps, et surtout c'est pas, je veux dire, enfin, les apprentis ne sont pas obligés de demander un montant pour chaque type de famille. Voilà, j'ai des problèmes de logement, j'ai des problèmes d'alimentation, j'ai des problèmes de santé. Non, c'est en fonction donc vraiment du besoin justifié. La seule, bon, c'est relativement facile à faire. La seule condition que l'on met, c'est que les THR, donc le T de THR, aient été sollicités au préalable. Voilà. Donc, on passe d'abord au THR et après seulement, si le THR ne suffit pas, on peut faire une demande de fonds de solidarité des apprentis. Donc, Jacqueline Delsa, comme c'était dit, je travaille au sein de la direction de l'apprentissage et de l'alternance, et là, je vais vous présenter 3 aides proposées par la région de France qui ne sont pas pilotées au niveau de notre direction, mais on se fait le relais des aides proposées par la région à destination du public en formation. La première aide, ça concerne l'aide au permis de conduire. Donc, s'il fallait retenir quelques informations principales, les conditions d'accès à cette aide. Tout d'abord, il faut être âgé de 16 à 25 ans, donc ça concerne prioritairement les jeunes, à la date de dépôt, 25 ans inclus à la date de dépôt. Et pour pouvoir bénéficier de cette aide au permis de conduire, il faut suivre une formation. Enfin, le jeune doit être engagé dans une formation. Alors, cette aide concerne un public plus large, mais là, on se centre vraiment sur le public en formation. La deuxième condition, c'est d'avoir obtenu le code avec une attestation de réussite validée de moins de 6 mois dans une auto-école agréée par la préfecture. Je ne vais pas rentrer dans les modalités de versement et d'attribution. Je renvoie sur les liens qui sont joints et sur le site de la région qui est très bien fait pour expliquer tout ça. Il faut retenir que donc, cette aide s'adresse aux jeunes qui suivent une formation pour le permis et que cette aide est complémentaire des autres aides publiques, c'est-à-dire que le jeune qui ont fait la demande peut cumuler l'aide régionale avec une autre aide publique, peut cumuler aussi l'aide régionale avec une participation des employeurs, voire des OPCO, et il y a un possible cumul avec le compte personnel de formation. Le montant total cumulé des aides publiques et du compte personnel de formation, s'il est mobilisé, ne peut excéder 1 200 € au total. Voilà pour la première aide permis de conduire pour les jeunes en formation de 16 à 25 ans. La deuxième aide, c'est ce qu'on appelle le dispositif En route pour l'emploi. Et donc là, ça consiste à mettre à disposition un véhicule pour 1 € par jour travaillé. Alors, cette mise à disposition comprend également l'assurance du véhicule. Par contre, elle ne prend pas en compte les dépenses de carburant, parking, péage, etc. Les conditions pour bénéficier de cette mise à disposition d'un véhicule pour 1 € par jour travaillé, c'est d'avoir des difficultés d'accès, c'est évoqué en introduction, au transport en commun, pour se rendre sur le lieu de travail, son lieu de formation, ou lorsqu'on a des horaires décalés. La deuxième condition qui va de soi, c'est de ne pas disposer d'un véhicule personnel. On attribue effectivement à des personnes qui n'ont pas de véhicule personnel. Le public éligible, comme on voit, c'est mentionné, ça s'adresse au public en formation, donc sont concernées les personnes en contrat d'apprentissage, en contrat pro, et les stagiaires de la formation professionnelle qui ont une période de stage en entreprise, ainsi que les étudiants en fin d'études. On pense aux étudiants en Bac plus 5, par exemple, en master, qui ont une période de stage en entreprise également. Voilà un peu pour rappeler les publics en formation éligibles à cette deuxième aide. La durée de mise à disposition pour les contrats d'apprentissage et le contrat pro, elle est de 1 mois renouvelable une fois, et pour les stagiaires de la formation professionnelle et les étudiants, elle est de 1 mois. Enfin, dans ce petit tour panoramique, on va dire, des aides que la région accorde aux personnes en formation, on a l'aide au transport aux particuliers. Alors là, ce qui est important de dire, c'est que les bénéficiaires qui sont en formation doivent résider et travailler en Hauts-de-France, ça paraît évident, mais surtout habiter et travailler
en dehors de ce qu'on appelle des principaux ressorts territoriaux. Ça veut dire qu'il faut résider dans des zones en dehors des agglos, des contrats d'agglos, des métropoles et des syndicats mixtes. On comprend bien par là que c'est des zones plutôt rurales qui sont ciblées. Il faut bien évidemment utiliser un véhicule particulier ou un deux roues motorisé pour ses déplacements quotidiens, domicile, travail ou lieu d'études lorsqu'on est en contrat d'apprentissage ou contrat pro. La distance domicile-travail doit être supérieure ou égale à 20 km pour les salariés avec une tolérance de 10%. Et pour les étudiants, elle doit être au moins de 100 km de façon hebdomadaire entre le domicile et le lieu d'études. Il y a des conditions de ressources pour accéder à cette aide au transport en particulier, mais quand on est en contrat pro, le contrat d'apprentissage, ces conditions de ressources ne se posent pas vraiment, ou quand on est étudiant, elles ne se posent pas, puisque les ressources ne sont pas élevées. Par contre, elles se posent pour les salariés qui, eux, peuvent aussi bénéficier de cette aide, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Les publics éligibles, c'est un peu le même public depuis le début de la présentation de ces trois aides, c'est les contrats de pro, les contrats d'apprentissage qui peuvent bénéficier pour les contrats de pro 20 € par mois par salarié, ça fait 220 par an, 15 € par mois pour les apprentis, et les étudiants, eux, ont une aide sur une année scolaire sur 10 mois de 200 €. Alors, à noter, pour conclure sur cette aide, que cette aide est ouverte aux salariés pratiquant le covoiturage. Donc là, on rentre sur le côté un peu écomobilité. Et donc, là, la distance travail-domicile est abaissée à 10 km pour favoriser le covoiturage pour les publics en formation qui sollicitent cette aide. Et la condition, c'est d'être inscrit sur la plateforme Passe-Passe covoiturage de la région de France. Voilà, en quelques mots, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le lien, le site de la région et les liens qui sont en pièce. Voilà, merci de votre attention. Donc là, vous voyez, on vous a présenté des dispositifs régions qui ne sont pas tous sujets à l'écomobilité, mais à la mobilité en général pour les jeunes en formation. Mais cette information est très parcellaire dans le sens où il y a beaucoup de structures, beaucoup d'institutions, beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la mobilité des jeunes. Et on a une grande difficulté à savoir quels sont les dispositifs auxquels les jeunes en formation ont le droit, selon le territoire, selon le statut du jeune qui est en formation. Et donc, dans une dynamique plus globale d'élaboration des plans d'action sur la mobilité solidaire qui nous est demandée par la loi, on a mis en place des plans d'action sur l'ensemble de la région de France, copilotés avec les départements et la région. Et le premier enjeu qui ressortait sur la mobilité solidaire, dont font partie les jeunes en formation, c'était de nécessaire amélioration de la connaissance des dispositifs pour ces jeunes et pour les prescripteurs de mobilité. C'est pourquoi on a travaillé à la réalisation d'un annuaire avec le syndicat mixte des mobilités des Hauts-de-France, qui a été mis en ligne en novembre 2025. Il y a également le parallèle avec lequel on travaille avec le SNTCO pour la partie spécifique de l'Oise. Et donc, avec un objectif de recenser l'ensemble des services existants en matière de mobilité et également les aides qui existent, mais aussi les services de transport de droit commun auxquels ont évidemment droit les jeunes en formation. Une petite information sur comment accéder à l'annuaire des services de mobilité. Donc là, vous le trouvez sur celui de Passe-Passe très, très facilement. Sur l'onglet Services mobilité, vous retrouverez très facilement l'annuaire des services de mobilité. De toute façon, vous aurez le support après ce webinaire. Et en filtrant juste sur l'onglet Jeunes, vous aurez l'ensemble des informations qui concernent les lycéens, les apprentis, les étudiants, les personnes de moins de 25 ans, et avec tout un panel de services proposés pour les jeunes que vous voyez là, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, les aides financières, les auto-écoles solidaires, la location de vélo, le covoiturage, réparation de vélo, mais également, comme je le disais tout à l'heure, les transports collectifs de droit commun ou solidaires. Donc vraiment un outil qui vise. Alors, il est beaucoup plus large que pour les jeunes en formation, mais c'est un outil que tout et chacun peut utiliser
pour repérer les services qui sont utiles pour les jeunes. Là, je vous ai remis, je vais faire très rapide, 4 exemples de dispositifs à destination des jeunes ou plus largement, ça peut être plus large que seulement les jeunes. Le premier dispositif sur lequel je ne vais absolument pas m'attarder, c'est l'aide au permis, sur lequel Jacques-Yves vient de me présenter. Et c'est juste pour vous dire que les aides régions qui ont été évoquées auparavant, on les retrouve évidemment dans cet annuaire des services de mobilité, mais on retrouve bien évidemment beaucoup d'autres services que les aides des services de la région. Là, on vous a pris un exemple beaucoup plus local, la mission locale de Château-Thierry, qui accompagne qui accompagne les jeunes à faire des diagnostics mobilité, et si le besoin s'exprime, qui peut proposer à la location des scooters électriques et des véhicules électriques. Donc là, on est vraiment dans l'écomobilité sur le sujet de notre jour, et vraiment un dispositif plus local, avec une ambition qu'on a d'avoir l'ensemble des dispositifs des aides sur le territoire régional qui seraient recensés. Et vous avez un filtre que vous voyez à gauche, là qu'on a utilisé, où on a par commune, et on a l'ensemble des dispositifs qui existent de mobilité sur Château-Thierry. Un autre exemple, c'est le réseau de transport collectif de la communauté d'agglomération de Cambrai, donc les transports urbains de Cambrai, le réseau TUC, avec la gratuité des apprentis, pour les apprentis, mais également la gratuité pour les étudiants. Donc voilà, on retrouve des éléments pour nos jeunes apprenants, et relativement facilement grâce à cet annuaire des services de mobilité. Enfin, un dernier exemple avec une plateforme de mobilité dont c'est le travail quotidien d'accompagner les jeunes et moins jeunes à la mobilité. Donc là, on vous a pris l'exemple de l'espace mobilité de l'Artois, qui peut recevoir les jeunes lors d'un premier entretien, puis après les accompagner lors d'un atelier collectif, et après lors d'un autre entretien, affiner la réponse qui peut répondre aux besoins des jeunes en formation, avec une volonté forte de ne pas aller toujours vers l'aide au permis et la voiture, mais d'accompagner vers des solutions écomobiles, l'utilisation du vélo ou les transports collectifs pour nos jeunes en formation. Où est-ce qu'on en est sur cet annuaire des services de mobilité? Là, donc il a été mis en place, comme je vous l'ai dit, fin 2025. Faire un annuaire, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on l'enrichisse et qu'on l'actualise au mieux. Donc là, on a plusieurs centaines de services qui sont déjà recensés dans cet annuaire. On souhaite aller plus loin. Donc, on travaille avec la mise en place de référents sur l'ensemble du territoire régional pour nous remonter l'ensemble des informations. Et on a aussi pour objectif de s'enrichir d'une plateforme à une autre, donc là, avec une plateforme importante qui est la plateforme DORA sur le recensement de l'offre d'insertion, pour que quand on inscrit un dispositif dans une plateforme, on n'ait pas à le faire 2 ou 3 fois, et que les plateformes se parlent entre elles et qu'on soit le plus complet possible. Voilà ce qu'on pouvait vous indiquer sur les quelques. Donc, vous avez bien compris, on vous a présenté quelques exemples, mais l'idée était aussi de vous montrer que le panel d'aide et de dispositifs pour les jeunes en formation est extrêmement important. Un webinaire d'1h30 ne suffirait absolument pas, mais bientôt, à terme, et vous pouvez déjà en retrouver beaucoup, les retrouver dans cet annuaire des services de mobilité. On vous remercie pour votre attention. Donc, je vous remercie tous les trois pour votre présentation des aides et services portés au niveau de la région. Donc, comme ça a été dit dans
dans le panel, il y avait certaines aides qui portent sur la possibilité d'accéder à un véhicule, enfin, à une voiture. Alors, comme il y a beaucoup de professionnels de la mobilité, de l'insertion, de la formation parmi les participants, c'était important de pouvoir vous glisser ces informations-là. Mais donc, sur le cycle de webinaire, je rappelle qu'on est bien sur la volonté d'essayer aussi de travailler sur des alternatives à la voiture individuelle pour l'accès à l'emploi et à la formation. Donc, on a vu des exemples à l'échelle régionale et il y a aussi des choses qui se font à l'échelle plus locale, à l'échelle de communautés de communes, par exemple, pour favoriser la mobilité des apprentis notamment. Donc, je vais passer la parole à Audrey Van Belleghem de la communauté de communes Pével-Carambeau pour nous présenter le service Coup de pouce SAM destiné aux apprentis. Merci beaucoup, Judicaël. Oui, c'est bon, j'ai désactivé le micro. J'avais un doute. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Audrey. Je suis conseillère mobilité donc à Pével-Carambeau. Et il y en a beaucoup qui m'appellent Sam, puisque voilà, forcément, je suis la conseillère donc, du service accompagnement mobilité. Donc, je vais vous expliquer rapidement, en quelques mots, l'état des lieux donc, qui a été fait. Donc, on est parti d'un constat donc assez simple. En fait, on est un territoire donc rural. Donc, Pével-Carambeau, c'est 38 communes. On est situé au milieu. Donc, il y a la Melle qui est au-dessus de nous et en dessous, on a Valenciennes, Douai et je ne sais plus quelle autre ville. Je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, voilà, on est au milieu et on est une petite communauté de communes. Et donc, du coup, on est sur un territoire qui est relativement vaste. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait une offre de transport qui était méconnue. Et également, on manquait aussi un petit peu voilà, de bus, de cars, comme on dit aussi, sur notre territoire. Le constat donc, est assez simple. Et donc, du coup, a émergé une idée de là, en se disant, on va peut-être créer une plateforme mobilité qui permettra de recenser déjà tout ce qui se fait sur le territoire. Donc, c'est de l'information mobilité de manière générale. Hein. Donc, c'est principalement les bus, les navettes FlexiPével qui se font sur notre territoire. Donc, c'est du transport à la demande. Il y a également, on a recensé également tout ce qui était sur cette plateforme, les gares, les arceaux à vélo, etc. Donc, bon, chez nous, évidemment, sur un territoire rural, on peut oublier le tram et on peut oublier le métro. On est principalement sur du bus. Et donc de là, j'ai été donc embauchée en septembre 2025 justement donc pour tenir ce service accompagnement mobilité pour pouvoir personnaliser des trajets. Donc j'ai des demandes de personnalisation de trajets. Voilà, comment je peux me rendre de tel village à telle ville, comment je peux me rendre au travail, comment je peux me rendre sur mon lieu de stage ou autre. Et derrière, on a complété donc cette offre avec de la location de véhicules. Bon, je vais rentrer en détail plus précisément dans quelques instants. Donc, en ce qui concerne la plateforme numérique, donc elle regroupe 9 thématiques et elle est très facile d'accès. Pour ça, il suffit simplement d'aller sur le site Pével-Carambeau. Vous cherchez la thématique qui vous intéresse. Donc, si c'est par exemple la ligne de bus, vous allez sur la rubrique transport en commun et en 3-4 clics maximum, vous trouvez votre horaire. Il suffit simplement de cliquer sur la ligne de bus qui vous intéresse et vous trouvez votre horaire de bus. C'est relativement très bien utilisé par les habitants du territoire. Et généralement, les personnes qui m'appellent, c'est parce que voilà, nous ont une demande un peu plus spécifique ou c'est simplement pour vraiment confirmer l'horaire ou vraiment confirmer une tarification, parce qu'on a aussi tout un onglet tarif sur ce site. Ça permet donc de mettre en lumière tout ce qui est service de mobilité en Pével-Carambeau. Donc voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je le répète. Donc c'est tout ce qui est pôle d'échange, donc les gares, les lignes de bus, la navette FlexiPével, le réseau cyclable et toutes les stations de covoiturage qu'il peut y avoir sur notre territoire. Et ensuite, il y a une dernière thématique aussi qui va être abordée. C'est une thématique annuaire mobilité. Donc on va rajouter une 10e thématique, donc un peu comme l'a évoqué donc, les collègues précédemment à la région. Donc à la région, il y a bien eu un annuaire mobilité qui a regroupé toutes les offres mobilité qui se fait sur le territoire de la mer quand on fait la recherche. Mais donc du coup, on va faire aussi, nous aussi, un annuaire mobilité
de notre côté à nous pour recenser un petit peu tout ce qui se fait sur notre territoire. Donc l'accompagnement, alors tout ce qui est accompagnement personnalisé, donc se fait alors sur les personnes, les apprentis qui habitent le territoire et qui recherchent voilà une entreprise dans le cadre de leur parcours de formation. Et également, j'accompagne les personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors, recherche d'emploi, contrat d'apprentissage, de formation, de professionnalisation, de contrat emploi jeunesse. C'est-à-dire que, voilà, je ne m'arrête pas qu'aux apprentis, on va aussi un petit peu plus loin. C'est toutes les personnes qui sont dans la démarche 2 et qui rencontrent un véritable problème de mobilité sur notre territoire et qui, par exemple, un apprenti qui s'inscrit en hôtellerie-restauration, on se doute bien que quand il doit commencer, ou en boulangerie, pâtisserie par exemple, qui doit commencer à 4 heures du matin, que ce soit sur notre territoire ou sur un autre, je ne suis pas certaine qu'il débute à cette heure-ci. Donc forcément, là, on retrouve la personne, le jeune, complètement coincé et qui se dit mais moi, je ne peux pas accéder à ma formation, donc j'ai un véritable problème. Et donc, c'est de là que nous, on s'est dit, a émergé l'idée de se dire mais pourquoi pas proposer de la location de véhicules. Donc, on est carrément, et je viens de vous le dire, donc je fais un diagnostic mobilité donc avec cette personne. J'identifie les besoins et je propose des solutions. Donc, identifier les besoins, c'est de voir s'il n'y a pas déjà une offre de transport qui correspond à sa situation. Si oui, dans ce cas-là, tant mieux et j'ai résolu le problème. Et sinon, dans ce cas-là, on va basculer vers de la location de véhicules. Et moi, derrière, j'assure une relation avec la personne et un véritable accompagnement. Les informations que je donne, je fais un suivi derrière, toujours avec un mail. Je ne donne pas que des informations orales, je fais toujours un suivi avec un mail, avec les liens intéressants pour les personnes. Alors, je vais au-delà de la mobilité, c'est-à-dire que le but aussi derrière de PVL Carambeau, c'est d'accompagner véritablement la personne au bout de son projet mobilité, que ce soit à la fin un achat de véhicule, que ce soit avec un leasing par exemple, que ce soit pour passer un permis, donc c'est partenariat avec des auto-écoles. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui vont se mettre en place puisque je ne l'ai pas évoqué, mais le SAM a vu le jour il y a moins de 6 mois. Donc il a vu le jour le 2 décembre 2025 exactement. Donc, on est à moins de 6 mois et il y a tout un partenariat derrière qui va être créé avec tous ces différents acteurs de notre territoire. Voilà les locations. Donc, on est à un tarif social. Donc, la location des vélos, donc ce sont des véhicules à assistance électrique tous. Donc, les vélos sont à 20 € par mois, les scooters à 40 € et les voitures sans permis à 80 € par mois à tarif social évidemment. Et assurance comprise. La personne n'a pas besoin de prendre une assurance derrière. On est sur un minimum de 1 mois de location, maximum 6 mois de location. C'est pour ça qu'il est très important pour moi tout de suite de faire un diagnostic mobilité avec la personne. Encore une fois, si l'offre de transport ne répond pas aux besoins de la personne, on part sur de la location. Mais derrière, j'explique bien aux bénéficiaires que moi, ce sera maximum 6 mois de location parce que le but de PVL Carambeau, ce n'est pas de partir sur 12 mois parce que le but, c'est d'aider un maximum de personnes. Même si avec le recul, on peut se rendre compte que 6 mois, ça peut être court pour, par exemple, mettre de l'argent de côté pour passer un permis ou mettre de l'argent de côté pour s'acheter un véhicule. Mais aujourd'hui, la volonté de PVL Carambeau, c'est de rester sur quelque chose, on ne va pas dire de court, mais à moyen terme, en tout cas, d'essayer d'aider au maximum les personnes. Et donc, les déplacements, alors il n'y a pas de limite dans les déplacements, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier du SAM, il faut être habitant du territoire, il n'y a pas de limite d'âge, il faut justifier d'une recherche d'emploi, contrat d'apprentissage, de formation, de professionnalisation ou autre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Par contre, on limite les déplacements évidemment à tout ce qui est trajet travail. Est autorisé quelques trajets pour se rendre à un rendez-vous médical ou aller faire une course, évidemment, puisque quand on donne quand on donne accès aux personnes à de la mobilité, on ne peut pas les conditionner simplement à du trajet domicile-travail. Il faut évidemment, on a une voiture, on a un vélo, on a un scooter, on doit aller faire une course. On autorise en tout cas. Voilà, ce genre de choses. L'état des lieux de la flotte à aujourd'hui. Donc, moi, j'ai une flotte de 25 véhicules. Donc, 10 vélos
10 scooters et 5 voitures. Les vélos, 2 sont en location, les scooters, 5 et les voitures, 5. Donc, les voitures, je suis toujours à flux tendu parce qu'évidemment, comme j'en ai que 5 et ce qui m'est demandé tout de suite, ce sont les véhicules. Évidemment, on est sur un territoire rural. Les routes sont parfois étroites. Donc, j'ai des personnes qui me disent, voilà, je ne me sens pas à l'aise en scooter ou en vélo. Donc, je préfère pas partir sur du scooter ou de la voiture. Je préfère sur scooter ou vélo, pardon. Je préfère la voiture. Donc, forcément, je suis toujours à flux tendu. Pour vous donner un ordre d'idée, là, toutes les voitures ont été sorties. Je récupère la majorité cet été. Elles sont toutes déjà réservées fin août pour de nouveau 6 mois. Donc, il y a un réel besoin, il y a un réel enjeu. Donc, l'idée derrière, ça sera peut-être, et ce sera certainement d'agrandir la flotte de voitures. Et les scooters, alors les scooters, on est dans le nord, donc les scooters, forcément, rouler en scooter l'hiver, ils ne sont pas trop sortis, puis ça ne fait pas trop rêver, hein, le temps du nord en hiver. Donc, je pense que les scooters, c'est un peu plus saisonnier. Donc, je pense que là, ils vont véritablement, enfin, ils sortent tous. Hein, j'en ai encore, je fais une sortie demain de scooter et j'en ai encore 2 qui sortent. Donc, concrètement, il m'en restera 3 disponibles. Voilà, donc il y a un véritable engouement sur ce SAM. Il est très, très, très apprécié. Les véhicules que j'ai récupérés, donc j'ai récupéré déjà un scooter et une voiture, mais bon, qui est de nouveau reparti, mais qui va revenir. Voilà, ce sont des jeunes qui avaient besoin de la location de véhicules. On a débloqué une situation à l'instant T. Le jeune avait besoin de location de voiture pour son apprentissage coiffure et donc du coup devait se rendre sur pas très loin au final, à moins de 10 km, mais avec des horaires décalés. Donc la location de voiture lui a permis de débloquer la situation à l'instant T et de pouvoir acheter sa propre voiture. Et donc en 4 mois, la voiture sans permis a été achetée auprès de ce jeune de 15 ans. Et donc j'ai été remerciée par les parents, par le jeune, parce que ça a véritablement aidé cette personne. Pareil pour le scooter, un scooter qui était censé partir pour 6 mois, il est revenu au bout de 4 mois en disant bah, c'est bon, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté pour m'acheter ma propre voiture. Alors aider de quelqu'un, sa famille, mais voilà, en tout cas, on a réussi à aider Donc à aujourd'hui, c'est 12 bénéficiaires en tout accompagnés. Voilà, sur la mise à disposition scooter, voiture, vélo. Hop, je reviens un peu. Oh, pardon, on a cliqué en même temps dessus. Voilà, donc c'est 9 situations de maintien ou de retour à l'emploi. 3 jeunes, je fais rapide, hein, du coup, donc 3 jeunes en parcours d'insertion avec des contrats emploi jeunesse ou d'apprentissage également. En tout, au cumul, on est à 58 mois de location. Et donc, j'ai 100% des bénéficiaires qui sont engagés dans une solution de mobilité durable, hein, c'est-à-dire que voilà, passage de permis en cours, achat de voiture ou de moto, parce que j'ai un jeune, c'est pour la moto, et aussi pour la réception de voitures sans permis. Quelques outils, donc moi c'est le site PVL Carambeau que j'utilise tous les jours pour aider les personnes sur du trajet de l'information mobilité. Ici le logiciel GRIST qui est poussé par l'État et qui est gratuit, donc ça me permet de gérer mes locations tout simplement. Et j'ai aussi un logiciel de traceur puisque tous les véhicules sont traceurs. Alors, avant l'intervention suivante, on voulait vous passer une très courte vidéo sur un dispositif, parce qu'on va passer maintenant sur des exemples portés par les lieux qui accueillent des personnes en formation, sur un dispositif qui s'appelle Recyclo à l'Université du Littoral à Dunkerque, qui consiste à mettre à disposition des étudiants des vélos le temps de l'année scolaire. Donc voilà, si on peut lancer la vidéo, Xavier, s'il te plaît. Super. Le dispositif Recyclo est une action de mobilité durable portée par la communauté urbaine de Dunkerque en partenariat avec l'Université du Littoral Côte d'Opale. Son objectif principal est de favoriser les déplacements à vélo des étudiants tout en s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire, de réduction des déchets et de solidarité sociale. Recyclo s'inscrit dans le programme éco-gagnant de la CUD ainsi que le plan Vélo Plus qui vise à encourager les mobilités douces sur le territoire dunkerquois. L'ambition est double, réduire l'empreinte carbone liée aux déplacements quotidiens et proposer une solution de transport
économique aux étudiants souvent confrontés à la précarité financière. Le projet suit 3 grandes étapes. Les vélos abandonnés ou déposés en déchetterie sont récupérés via les déchetteries mobiles et fixes de la CUD, avec l'appui de Triselec, acteur du tri et de la valorisation des déchets. Les vélos sont ensuite confiés à l'entreprise adaptée du littoral dunkerquois qui assure leur réparation, leur entretien et leur remise en circulation. Une fois reconditionnés, les vélos sont prêtés gratuitement aux étudiants de l'ULCO pour toute l'année universitaire. Chaque vélo est équipé de freins et pneus vérifiés, d'un antivol et d'un éclairage conforme. Pour bénéficier d'un vélo, les étudiants font la demande sur l'adresse dédiée et doivent fournir une attestation de responsabilité civile et leur carte étudiant. Le retrait et la restitution des vélos se font à la maison de l'étudiant de Dunkerque. Recyclo illustre parfaitement une démarche territoriale innovante où écologie, solidarité et mobilité se rejoignent. Grâce à la collaboration entre la CUD, l'ULCO, Triselec et l'ELD, ce dispositif permet de donner une seconde vie au vélo tout en améliorant concrètement la vie des étudiants. Actif depuis maintenant 4 ans, le dispositif connaît une forte croissance de la demande. Lors de la première année, environ 50 vélos avaient été mis à disposition contre 115 aujourd'hui, soit une augmentation de près de 109%. Cette demande concerne principalement les étudiants étrangers ainsi que ceux venant d'une autre région pour qui l'accès à un moyen de transport simple, économique et rapide est essentiel dès l'arrivée sur le territoire. Recyclo est donc bien plus qu'un simple prêt de vélo, c'est un véritable levier d'inclusion, de mobilité et de transition écologique au service d'un territoire plus durable et plus solidaire. Voilà. Donc, j'en profite pour remercier Laetitia Tellier qui porte le dispositif Recyclo et qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce matin et qui a réalisé cette capsule vidéo spécialement pour le webinaire de ce matin. Alors, une petite précision qu'elle m'a apportée par ailleurs, c'est que pour la gestion de ce dispositif, voilà, il y a 10 à 15 heures par semaine qui sont nécessaires, qui sont faites avec l'accompagnement d'un service civique pour toute la partie administrative, portage des demandes, restituer les vélos, signer les contrats de prêt, etc. Et elle précisait aussi qu'en dehors de l'année scolaire à proprement parler, les vélos étaient beaucoup utilisés aussi pour les périodes de stage des étudiants. Et du coup, ça vient vraiment répondre à des besoins de mobilité, bien sûr, quand la distance permet d'être effectué à vélo ou de rejoindre un autre mode de transport comme le train pour le cas de Dunkerque. Alors, on va passer à un autre exemple d'université qui a la particularité, comme l'université de la Côte d'Opale d'ailleurs, d'être à cheval sur plusieurs sites, ce qui pose des soucis particuliers en termes de mobilité, avec l'exemple de l'université d'Artois. Donc, je vais laisser la parole à Mouad Arfak pour l'université, pour nous exposer un peu comment les choses se sont traitées au niveau de l'université et les principales actions qui ont pu être mises en place en faveur de l'écomobilité. À vous, Mouad. Merci, Michael, d'avoir donné la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Mouad Arfak, ingénieur mobilité durable et chargé d'élaboration du plan de mobilité durable de l'Université d'Artois. Ouais, un plan de mobilité qui a été adopté en 2025, plus précisément en mars 2025, que je souhaite bien entendu vous présenter à travers ce petit témoignage. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le diagnostic réalisé sur nos campus, la stratégie qui en découle et quelques actions concrètes déjà engagées sur le terrain. Pour commencer, regardons d'abord l'ampleur de ce que représente ce plan. Excusez-moi. Ce plan concerne 5 campus, les 5 campus, vu qu'on est sur une université multipolaire qui s'implante sur Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin, répartis sur 2 départements. Cela représente plus de 1109 agents, y compris les agents administratifs et des personnels BIAT, et 13 500 étudiants. C'est donc une démarche qui doit s'adapter à des réalités de terrain très différentes selon les sites. Avant de vous parler des actions, il était important de poser un diagnostic. Et voici ce qu'il en ressort. Je passe aux enjeux. Notre diagnostic fait apparaître 4 constats principaux. Premièrement, on observe une transition réelle vers des modes de plus durables. Le bus, le covoiturage et le vélo progressent, mais
La voiture individuelle reste est de loin le mode dominant sur nos campus. Deuxièmement, cette transition se heurte à plusieurs freins. Des infrastructures encore insuffisantes, des pistes cyclables, espaces piétons sécurisés, des horaires de transport en commun pas toujours adaptés et un confort perçu encore faible pour le vélo, le bus par rapport à la voiture. Troisièmement, le stationnement vélo pose problème. L'offre actuelle est largement inférieure aux besoins et nous sommes en deçà des recommandations légales qui imposent 10% des places réservées aux vélos sur les bâtiments administratifs. En quatrième constat, presque paradoxal, le stationnement voiture, lui, est largement suffisant en nombre de places, ce qui renforce la prépondérance de l'automobile. Il y a donc un vrai travail à faire pour équilibrer l'espace en faveur des alternatives. Face à ce constat, nous n'avons pas voulu agir au hasard, nous avons structuré une réelle stratégie que je vais vous présenter par la suite. Cette stratégie s'articule autour de 4 niveaux que je vais vous détailler à travers des actions concrètes déjà engagées pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Et cette stratégie, elle se décline très concrètement sur le terrain. Concrètement, elle se traduit par un plan d'action opérationnel décliné site par site avec des indicateurs de suivi à chaque étape. Parmi toutes ces actions, j'ai choisi de vous en présenter 4 aujourd'hui qui me semblent particulièrement représentatives. Je vais m'arrêter sur 4 d'entre elles qui illustrent bien la diversité de notre approche, le plan stratégique de covoiturage, la sécurisation des stationnements vélo et l'adaptation des horaires de transport. Alors, on commence pour le covoiturage. L'Université d'Artois a contractualisé en juin 2025 avec l'outil régional de passe-passe covoiturage en créant une communauté privée à nos étudiants et personnels. Aujourd'hui, on compte déjà 243 inscrits à la communauté avec plus de 2000 trajets proposés côté conducteur et environ 900 trajets aussi côté passager en 2026. Nous travaillons aussi sur un plan stratégique de covoiturage. 13 places vont être dédiées aux covoitureurs sur les différents parkings de l'Université d'Artois sur les différents sites. Enfin, nous avons mis en place une Trainzone Map. Pour ceux qui ne savent pas de quoi s'agit-il, c'est une carte qui a pour objectif de démontrer l'intérêt et les avantages du train vis-à-vis des autres modes de transport, y compris pour les déplacements internationaux ou a priori pour ces déplacements-là, pour démontrer effectivement qu'on peut voyager en train, même pour des trajets de longue distance. Le calcul est fait à vol d'oiseau depuis Arras vers différentes métropoles du monde entier, avec une comparaison à chaque fois du temps de trajet, de l'impact écologique entre 3 modes, l'avion, la voiture et le train, sur un peu plus de 200 destinations au monde entier. Le deuxième axe sur lequel je veux bien insister concerne un sujet qui revenait souvent dans notre diagnostic, c'est le stationnement vélo. C'est sans doute l'action la plus visible, je pense, dans notre plan d'action. La sécurisation des stationnements vélo. Nous déployons aujourd'hui des garages à vélo sur les différents sites universitaires équipés des bornes de recharge, des casiers. Par exemple, à Douai, le taux d'équipement atteint déjà 65%. Avec 40 vélos, 20 trottinettes accueillies. À Béthune, nous sommes à 30 avec une capacité de 50 vélos et 10 trottinettes. Nous suivons cette progression via plusieurs indicateurs. Le nombre de garages installés, les places disponibles, les casiers mis à disposition et le taux d'utilisation réel. Pour vous donner un exemple, voici un abri à vélo installé récemment sur le campus de Liévin. C'est un véritable service finalement à la mobilité. On va trouver différents équipements, notamment des casiers, des stations de gonflage,
un côté pour stationnement trottinette aussi, une borne de réparation vélo. Passons la slide suivante. Alors, l'aménagement est pensé pour le confort et la sécurité des usagers. Sur l'IE20, on avait proposé un abri avec une capacité de 25 supports vélo. C'est des tout pack-up, ça veut dire que c'est en deux étages. C'est un nouveau modèle des abris à vélo où on peut effectivement rajouter de la place si on remarque un développement en fait du besoin en matière de stationnement vélo. C'est un abri modulable aussi qu'on vient rajouter des compartiments si besoin, avec 2 blocs de 5 casiers pour les effets personnels, une station de gonflage, qu'on a évoqué tout à l'heure, des panneaux en plexiglas pour protéger le matériel et un système d'évacuation des eaux pluviales intégré. Au-delà des infrastructures, nous avons aussi travaillé sur un sujet plus organisationnel, c'est l'optimisation des horaires de transport aux emplois du temps étudiants. Alors, l'adaptation des horaires de transport aux emplois du temps. 3 groupes de travail ont été guidés à Arras le 27 janvier avec Artis et la communauté urbaine d'Arras comme syndicat mixte de transport. Le 19 janvier à Douai avec à la fois Eviol et les syndicats mixtes transport d'Ouessy. Et le 27 février, et moi je me trompe peut-être, le 19 janvier à Béthune, Lens Liévin, avec Tadao et Artois Mobilité. Ces échanges de terrain ont permis de faire remonter les problématiques concrètes de terrain, notamment sur certaines lignes mal adaptées aux horaires des usagers. Nous suivons ces actions via le nombre des fiches retournées et nous saurons dès la rentrée prochaine si les modifications d'horaires ont été effectivement mises en œuvre. Alors, pour conclure cette présentation, notre démarche repose sur 4 axes stratégiques dont je vous ai présenté 4 actions phares aujourd'hui. Et déjà 239 personnes sont inscrites sur notre outil Passe-Passe Covoiturage. Et c'est plutôt un bon signal, donc encourageant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une mobilité durable se construit pas à pas, un diagnostic partagé, une concertation continue avec les groupes de travail et des actions stratégiques mesurées, ajustées dans le temps. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mouad. Justement, par rapport à votre mot de conclusion, je voulais insister aussi sur l'importance de voir les choses de manière globale pour améliorer la mobilité, et notamment via un plan de mobilité, qu'on peut appeler plan de mobilité scolaire, plan de mobilité d'entreprise. Et je vais mettre après dans le chat un lien vers une boîte à outils plan de mobilité scolaire qui est mise en place par le CREM. Et voilà, il y a des outils qui existent aussi auprès de Déclic Mobilité pour aider à la mise en place de plans de mobilité à l'échelle d'entreprise. Alors, on a eu 2 exemples au niveau universitaire et on va continuer avec un exemple à l'échelle d'un organisme de formation, l'AFPA en l'occurrence, avec Annie Harib qui va nous expliquer comment l'offre en transport en commun et l'offre en mobilité locale est valorisée vers les apprentis de l'AFPA. Je vous laisse la parole, Annie. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous, au sein du Village des Solutions, nous abordons la mobilité comme un enjeu essentiel à l'accès à l'emploi et à la formation. Donc, le Village des Solutions permet de lever les freins périphériques rencontrés par les publics sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et la mobilité fait partie des problématiques les plus fréquemment identifiées. Notre volonté, au sein du village, est d'avoir une approche douce, durable et solidaire de la mobilité, en nous appuyant sur l'ancrage territorial des villages. Chaque territoire mobilise ainsi les partenaires locaux les plus adaptés aux besoins de ses bénéficiaires. Donc, faciliter l'accès à l'emploi et à la formation,
Donc, identifier et promouvoir les lignes de bus, tramway, métro, train, desservant les sites de l'AFPA et les zones d'emploi. Informer sur les horaires, correspondances et solutions adaptées aux horaires décalés. C'est-à-dire, c'est une première action. Cette première action consiste à faciliter l'accès à l'emploi et à la formation en aidant les personnes à mieux se déplacer. Nous identifions et faisons connaître les lignes de bus, de tramway, les correspondances, les horaires, ainsi que les solutions de transport les plus adaptées aux besoins de chacun. Nous proposons pour cela des permanences et des ateliers d'information, comme cela peut être fait sur la métropole lilloise avec notre partenaire spécialisé Ilevia. L'idée n'est pas de reproduire partout le même modèle, mais bien de travailler avec les structures implantées localement, car le village des solutions repose avant tout sur un ancrage territorial fort. Il faut faire connaître les alternatives à la voiture individuelle, c'est-à-dire le covoiturage, les vélos à assistance électrique, autopartage et location solidaire, mobilité douce, marche, trottinette. Donc, c'est au sein du village, c'est-à-dire on travaille également sur la promotion des mobilités douces, alternatives à la voiture individuelle. Dès l'accueil du stagiaire et des apprenants, ces sujets sont abordés afin de sensibiliser chacun aux solutions existantes. Nous valorisons aussi notamment le covoiturage au sein de l'AFPA. Nous disposons d'ailleurs de plateformes dédiées à cela. Nous faisons également la promotion du vélo à assistance électrique, de l'autopartage. Nous avons aussi au sein de territoire des partenaires par rapport à partenaires pour avoir des vélos à coût réduit ou à prêt de vélo, mais aussi de vélos à assistance électrique. Il y a l'autopartage, la location solidaire. Voilà, comme je le disais, hein, et puis aussi les modalités douces comme la marche ou la trottinette. Bien sûr, l'objectif dans tout ça est d'accompagner les bénéficiaires vers des solutions plus économiques, plus durables et bien sûr adaptées à leur quotidien. Notre but aussi est d'accompagner les publics en difficulté de mobilité, avec un diagnostic de mobilité individuelle, information sur les aides financières au transport, orientation vers la plateforme mobilité du territoire. Mais l'accompagnement et aussi l'accompagnement à la préparation au permis de conduire lorsque c'est nécessaire. En l'occurrence, c'est une troisième action importante, c'est-à-dire ça consiste à accompagner les publics confrontés à des difficultés de mobilité. Comme j'ai expliqué, cela passe par des réalisations des diagnostics mobilité individualisés permettant d'identifier précisément des freins rencontrés. Et tout ça par rapport à un partenaire qui vient au sein du village. Nous informons également les bénéficiaires sur les aides financières mobilisables pour leur déplacement grâce aux partenaires présents sur le territoire. Nous orientons vers les plateformes mobilité lorsqu'elles existent. Bien sûr, c'est pas, par exemple, le cas du territoire d'Amiens où des dispositifs spécialisés permettent d'apporter des réponses complémentaires. Lorsque le permis de conduire constitue un levier indispensable pour accéder à l'emploi, nous travaillons avec des auto-écoles solidaires. À titre d'exemple, je peux donner en voiture Nina et Simone. Un autre exemple que je peux donner, sur le site de l'Homme, nous accueillons également les inspecteurs du permis de conduire, ce qui permet d'apporter une solution plus concrète aux bénéficiaires en facilitant leur démarche et en réduisant les délais d'accès à l'examen. Donc, développer les partenariats locaux, c'est les autorités organisatrices des transports, associations et plateformes de mobilité, collectivités territoriales, entreprises et zones d'activité. C'est-à-dire la réussite de ces actions repose sur un partenariat étroit avec les acteurs des territoires. Nous travaillons avec les autorités organisatrices des transports, les associations, les plateformes mobilité, les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises.
Nous sensibilisons aussi également les employeurs, notamment lorsqu'ils accueillent des apprentis, afin de promouvoir des solutions de mobilité existantes. Un autre exemple, certaines fondations de partenariales peuvent intervenir pour un soutien financier pour des projets de mobilité afin d'accompagner les jeunes ou d'accompagner les jeunes et sécuriser aussi les parcours d'insertion professionnelle. Les impacts attendus dans tout ça, c'est la réduction des freins à l'emploi et à la formation, l'augmentation de l'autonomie des bénéficiaires, la mobilité plus durable et inclusive et de meilleure connaissance des réseaux locaux. C'est-à-dire, toutes ces actions poursuivent des objectifs très concrets. D'abord, réduire les freins à l'emploi et à la formation, ainsi pour ensuite favoriser, on va dire, l'autonomie des personnes accompagnées, développer leur autonomie, développer une mobilité plus durable et inclusive et améliorer la connaissance des ressources aussi. Aujourd'hui, nous considérons qu'un parcours de formation d'insertion ne peut plus être pensé sans prendre en compte, pour nous, la levée des freins périphériques. Cette attente est exprimée à la fois par les bénéficiaires, par les entreprises et l'ensemble des partenaires. C'est précisément ce qui anime l'action des villages des solutions, proposer des réponses concrètes de proximité adaptées aux réalités des territoires pour sécuriser les parcours vers l'emploi. Alors, pour clôturer ce que je viens d'indiquer, c'est travailler la mobilité. Ce n'est pas seulement permettre un déplacement, c'est surtout donner à chacun la possibilité d'accès durablement à la formation, à un emploi et une plus grande autonomie, surtout. Voilà. Merci beaucoup, Annie, pour votre partage d'expérience. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour des questions du public, donc pour l'ensemble des interventions, puisqu'on n'a pas pris des questions en cours de route. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. Alors, j'ai vu tout à l'heure, ce n'est pas une question proprement parlée, mais une suggestion qu'on puisse, sur de prochains webinaires, faire appel aux EPCI, aux Artis Marquion et Sud-Artois aussi, qui ont des offres mobilité intéressantes pour le déplacement écomobile pour l'insertion professionnelle. On avait une demande très précise aussi sur les coûts de location pour Pével Carambeau. Alors, j'essaie de retrouver la question à proprement parler. Pardon, je l'ai perdu. Ah oui, combien de temps dure la location des véhicules qui sont loués au niveau de la communauté de communes Pével-Carambeau? Alors, ouais, pour répondre, donc c'est minimum 1 mois de location, maximum 6 mois. D'accord. Merci pour la réponse précise. On avait aussi une question tout à l'heure sur Evelyne qui demandait pourquoi n'y a-t-il pas d'aide sur le développement du vélo comme à l'acquisition pour le développement des véhicules intermédiaires. Donc il y a des aides qui existent aussi pour le vélo. Donc c'était suite à la présentation du conseil régional. Donc après il y a aussi des aides pour l'achat de vélos notamment qui peuvent exister aussi, mais selon les territoires, il n'y en a pas toujours et on est sur des conditions d'accès qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est des informations qu'on trouve sur l'annuaire l'annuaire des mobilités de la région, mais au niveau de l'association droit au vélo, en tout cas, on essaie de recenser toutes ces aides à l'achat de vélos qui peuvent exister en précisant à chaque fois les conditions d'accès. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir aussi par rapport à cette question au niveau de la région notamment. Oui, pas de souci. Alors, effectivement, on a évidemment des aides à l'achat au vélo qui sont inscrites. On a aussi des garages de vélos, etc. Enfin, donc voilà, il y a pas mal de choses sur l'écomobilité. Là, tout à l'heure, je parlais des scooters électriques. On vous a donné juste un tout petit panel des services qui sont présentés. Et tout n'est pas encore présent dans l'annuaire, mais on vise l'exhaustivité avec l'ensemble des partenaires. Et donc là, on est en train de travailler sur la remontée d'informations et on le fera aussi avec le CREM pour que tout ce qui est à peu près
des plateformes diverses et variées apparaissent bien dans l'annuaire des services de mobilité. Donc, c'est également une priorité pour nous. Merci. Merci beaucoup pour le complément de réponse. Alors, on avait aussi au début une question sur qu'en est-il de l'appel à projet SEPR de la région qui permettait de financer des bus pour permettre aux apprentis de rejoindre leur centre de formation dans des secteurs où les transports en commun sont insuffisants. Et du coup, alors je vois que vous avez répondu, hein, Valérie, à cette question dans le chat, mais peut-être pour les participants, expliquer ce que c'est que l'appel à projet SEPR. Alors, oui, Jackie Nesser, de l'action de l'apprentissage des alternances. L'appel à projet SEPR vise à prévenir la rupture de contrat d'apprentissage. Donc, on intervient sur différents leviers. Par exemple, les difficultés psychosociales en lien avec les problématiques de santé mentale, qui est un axe de l'appel à projet, les difficultés relatives au savoir de base qu'on accompagne aussi, voilà, pour les publics qui ont vraiment des difficultés de compréhension, les publics 10, etc. Donc voilà, cet appel à projet vise à prévenir les freins au maintien dans l'apprentissage, et on a un axe aussi mobilité qui vise à accompagner les CFA dans les zones rurales mal desservies, là aussi, hein, pour proposer des solutions de mobilité, voire d'éco-mobilité aux apprentis dans ces zones rurales dites mal desservies dans les transports en commun. S'agissant de la question qui a été posée sur l'appel à projet, la séance plénière s'est tenue jeudi dernier sur les différentes politiques de la région, et donc une réponse officielle sera communiquée au centre de formation d'apprentis dans les prochains jours par le vice-président apprentissage concernant l'appel à un projet dont il est question dans le chat. Voilà ce qu'on peut dire ce jour à ce sujet. Très bien. Merci beaucoup, Jacques-Yves, pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou aussi, pourquoi pas, des retours d'expérience que vous pourriez avoir sur le sujet du jour? Oui, peut-être, Judicaël. Je me permets, Frédéric Parade, donc à la région aussi. Juste une précision et un rebond, parce que c'est vrai que quelqu'un dans le chat a parlé de la question des véhicules intermédiaires. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant c'est un mode de transport qui est vraiment intéressant pour compléter ce qui nous a été présenté. D'ailleurs, Audrey, dans son offre de location, propose des véhicules sans permis. C'est un peu ce genre de véhicules qui sont entre vélo et voitures, qui sont beaucoup moins chers, qui sont plus légers, qui sont avec ou sans permis, avec ou sans motorisation, mais qui peuvent aussi répondre à ces besoins qui ont été présentés, hein, c'est-à-dire d'avoir plus de sécurité, de pouvoir rouler sur des routes qui ne sont pas forcément faciles pour les vélos, etc. Donc, c'est vrai que c'est un mode de déplacement qui a creusé. Il y a des expérimentations qui ont lieu au niveau de la France, mais aussi plus particulièrement des Hauts-de-France, notamment dans ce type de service de location. Donc voilà, je souhaitais rebondir et le mettre en évidence puisqu'il avait été, mentionné dans le chat et par des intervenants. Oui. Merci d'avoir rebondi sur le sujet des véhicules intermédiaires, Frédéric, parce que effectivement, c'est un sujet qu'on voit apparaître de plus en plus souvent. Et justement, on a en tête de pouvoir aborder la question des véhicules intermédiaires sur nos prochains webinaires avec, si possible, des retours d'expérience de territoires ou d'organismes qui en ont mis à disposition. Et peut-être, si je peux me permettre encore, Judicaël, du coup, pour rebondir encore sur ces interventions, je me demandais, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a une multitude de dispositifs, il y a, parce qu'il y a beaucoup de besoins, en fait, et on a ressenti effectivement que
certains des intervenants nous ont dit que leur dispositif tournait à plein régime, hein, parce qu'ils avaient même du mal à répondre à la demande. Et je me demandais, c'était plutôt une question globale, mais c'était de voir si effectivement il y avait des choses qui marchaient plus ou moins bien. Si effectivement tous les dispositifs rencontrent une bonne demande, notamment par exemple, on a vu les parkings à vélo, est-ce qu'ils sont remplis? Est-ce que les aides, elles sont demandées tout le temps? Est-ce que les services de location, on a vu qu'il y a plus ou moins de demandes en fonction de ce qui est proposé, mais est-ce que vous avez un peu une vision sur ce qui est proposé et sur leur capacité à répondre à la demande, en fait, y compris en volume, hein, d'ailleurs. Oui, je pense que la question s'adresse principalement à Mouad, Audrey, peut-être Annie. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous trois souhaite rebondir. Et peut-être aussi à mes collègues de la région, puisqu'ils ont présenté quand même des dispositifs qui sont très ambitieux. Et vous avez commencé à dire effectivement qu'il y avait eu beaucoup de demandes, mais est-ce que vous avez une vision peut-être plus précise des besoins remplis? Alors effectivement, hein, pour rebondir sur le cas de l'université d'Artois avec les abris à vélo, par exemple, aujourd'hui on a un premier abri à vélo sur le campus de Liévin. En matière d'occupation, on sait qu'il y a pas mal en fait d'occupation de cet abri à vélo et notamment d'autres stationnements vélo déjà existants sur les différents campus. Hein. Il y a une évolution en matière des transports, en matière d'aimant durable, notamment le vélo. On sait qu'il y a un réel besoin là-dessus et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on travaille sur la mise en place des stationnements vélo. Au-delà de ça, on a aussi un service au sein de l'université, un atelier d'autoréparation et de la vente des vélos retapés, hein, qu'on reprenne et qu'on retape au sein de l'université, c'est Cyclocampus. Aujourd'hui, on a pas mal de demandes en matière de vélo. Hein. On parle aussi au cours de l'année scolaire. On est sur plusieurs périodes au sein de l'université. La période où les étudiants sont en campus, on sait qu'il y a pas mal de monde sur les différents dispositifs, notamment le covoiturage, même on perd beaucoup de flux sur cette question de covoiturage parce qu'il y a beaucoup de covoiturage informel qui se fait entre étudiants dans des groupes de TD, dans des groupes de cours et qui passent pas forcément par la plateforme Passe Covoiturage. Alors on ne sait pas vraiment en fait les données concrètes en matière de covoiturage aujourd'hui, mais en se basant sur une enquête qui a été guidée, on sait qu'il y a pas mal de demandes là-dessus. On prévoit aussi une enquête la fin de l'année 2026 pour qu'on puisse effectivement valoriser pour qu'on puisse mesurer les évolutions en matière des transports, en matière de la mobilité durable et d'un mode durable en général, mais il y a un recensement des évolutions d'une manière générale. On sait qu'il y a une demande qui progresse d'une année à l'autre. On ne vous entend pas, Judy Kael. Micro, Voilà, excusez-moi. Oui, merci. Moi, je voulais savoir s'il y avait une autre réaction par rapport à la question qu'avait ouverte Frédéric parmi nos intervenants. Non. Très bien. Écoutez, je vous propose de passer à une dernière slide. J'arrive pas à reprendre la main. Ah voilà. Qui rappelle un peu les membres du groupe de travail. Si certains d'entre vous veulent rester un peu après midi pour échanger, aucun souci là-dessus, mais l'idée était de pouvoir aussi tenir le délai qu'on avait indiqué. Donc, il y a différentes ressources qui sont disponibles auprès des membres du
du groupe de travail qui organise le cycle de webinaire, hein, et on se complète finalement, que ce soit sur le sujet il y a des personnes plus expertes sur le sujet de la mobilité, d'autres plus expertes sur le sujet de la formation. L'idée, c'est vraiment de croiser nos ressources sur le cycle de webinaire. Donc, vous avez ici la présentation des personnes qui composent le groupe et les ressources qu'elles tiennent à votre disposition. Et comme je l'ai indiqué au début du webinaire, hein, on capitalise aussi l'ensemble des interventions, des webinaires qu'on a pu organiser jusqu'à maintenant. Et on va essayer justement de réorganiser un petit peu les choses aussi pour que vous puissiez retrouver facilement les interventions qui correspondent au sujet qui vous intéresse plus particulièrement, que ce soit par mode de déplacement ou par type de territoire ou type de public, par exemple. On n'a pas de date pour le moment de fixer pour le prochain webinaire, mais une période qui sera a priori plutôt sur novembre, voire décembre, qui sera l'occasion de discuter de la façon dont la loi d'orientation des mobilités et en particulier les plans de mobilité solidaire ont été pris en compte dans la région Hauts-de-France et comment ça a permis de travailler sur ce sujet de l'accès à l'écomobilité dans le cadre de l'insertion professionnelle. Donc, vous recevrez bientôt à la fois la date et le programme complet de ce webinaire. Et on est en train de travailler avec le groupe sur les webinaires à venir encore au-delà. Donc, il y a des idées hein, qui ont pu ressortir tout à l'heure dans les questions que vous avez posées, que ce soit en termes de thématiques ou d'intervenants. Donc, évidemment, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des prochains webinaires à venir. Donc, encore une fois, s'il y a des questions complémentaires, pas de souci pour rester un peu plus longtemps, mais avant que peut-être certains nous quittent, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants qui ont partagé leurs ressources et leurs idées ce matin et des membres du groupe de travail qui ont permis d'organiser ce neuvième webinaire, je crois déjà, dans le cycle. Donc, merci à tous pour votre participation et j'espère vous retrouver très bientôt sur les prochains webinaires. Peut-être, Judicaël, si tu me permets de rajouter aussi qu'effectivement, donc vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire avec le diaporama en pièces jointes. Et nous avons fait il y a quelques semaines aussi un autre webinaire, c'était dans le domaine de la santé et du social, mais c'était pour parler notamment on a notamment évoqué toutes les aides à l'apprentissage qui ont été encore évoquées aujourd'hui avec Valérie, Jacques-Yves et Nicolas. Et donc, on va faire une capsule de 30 minutes, enfin, cet extrait dure 30 minutes, et vous retrouverez donc aussi cette capsule en annexe du webinaire. Ce sera sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à retourner sur le site du C2RP dans la série des replays, dans le cycle. Vous allez pouvoir retrouver cette capsule vidéo complémentaire à tout ce qui aura été dit aujourd'hui. Xavier, je te propose qu'on puisse ajouter cette capsule dans l'envoi du replay qui sera fait vers les participants du jour. Du coup. Ce sera fait. Merci. Dernière question. Visiblement non. Écoutez, à nouveau, un grand merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir.